Salut chers élèves, dans cette vidéo je vous présente la deuxième séquence de la première unité, l'air qui nous entoure. Maintenant, on va passer aux objectifs d'apprentissage qui sont connaître le mouvement de l'air dans l'atmosphère, expliquer la naissance du vent, les prérequis, l'état gazeux, modèle particulier, la pression atmosphérique et la chaleur et la température. Donc on a vu que les états de la matière sont solides, liquides et gazeux, et que les particules de matière à l'état gazeux sont dispersées et agitées. La pression atmosphérique est la pression exercée par l'air de l'atmosphère sur tout corps qui est en contact avec lui. La température se mesure à l'aide d'un thermomètre. Son unité usuelle est le degré Celsius. La température d'un corps augmente lorsqu'il reçoit de la chaleur, mais lorsqu'il cède de la chaleur, sa température diminue. La situation de départ. Tout d'abord, nous lisons la situation de départ ensemble. Pendant l'été dernier, Mounir, accompagné de sa famille, a visité la ville de Saïdia. Après avoir beaucoup entendu parler de ces zones touristiques pittoresques sur son chemin à travers l'autoroute, son attention est attirée par l'existence du mont Shahar qui est installé au bord de la route. Mounir a posé beaucoup de questions. On l'a relié une autre fois. Pendant l'été dernier, Mounir, accompagné de sa famille, a visité la ville de Saïdia. Après avoir beaucoup entendu parler de ces zones touristiques pittoresques, sur son chemin à travers l'autoroute, son attention est attirée par l'existence du mont Shahar, qui est installé au bord de la route. Mounir a posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'une mont Shahar? La mont Shahar est un cône de tissu qui comporte des anneaux alternés, rouges et blancs, accrochés à un long mât. Elle permet de montrer en temps réel aux conducteurs qui circulent sur une route non seulement la puissance, mais également le sens du mouvement pris par le vent. Le sens du vent. On parlera par exemple d'un vent du nord lorsque le vent souffle du nord vers le sud. À votre avis, quelles sont les questions posées par Ahmed? On lit les questions. Comment se déplace l'air dans l'atmosphère? À quoi est dû le mouvement de l'air? Pourquoi la mont Shahar change-t-elle sa direction? Quels sont les facteurs de la formulation du vent? Après avoir compris la situation de départ,
c'est-à-dire après avoir compris la situation de départ à travers des questionnements, nous pouvons formuler la question d'investigation suivante. À quoi est dû le vent et comment se forme-t-il? Pour répondre à la question d'investigation, nous pouvons suggérer des hypothèses. Par exemple, l'air peut se déplacer verticalement comme peut se déplacer horizontalement. La variation de la température dans l'atmosphère provoque un déplacement de l'air. La variation de la pression atmosphérique entre les zones provoque un déplacement de l'air. Le vent résulte d'un mouvement horizontal de l'air. Pour vérifier ces hypothèses, on réalise les activités suivantes. Je vous propose l'activité expérimentale 1. Pour réaliser cette activité expérimentale, on a besoin d'un bec Benson, un support et un tourniquet de papier. Puis, on allume le bec Benson pour chauffer l'air en dessous du tourniquet. Alors, on note les observations suivantes. Avant le chauffage, le tourniquet reste immobile. Le tourniquet se met à tourner quand on allume le bec Benson. Lorsque le débit de gaz augmente, la vitesse de rotation du tourniquet augmente. Alors, à quoi est dû le mouvement du tourniquet? On répète la question. À quoi est dû le mouvement du tourniquet? Le mouvement du tourniquet est dû au mouvement de l'air. Donc, dès que le bec Benson est allumé, l'air en dessous du tourniquet reçoit de la chaleur et sa température
augmente. Lorsque la température de l'air augmente, cet air devient chaud et léger. Il se déplace verticalement de bas vers le haut. Ce mouvement crée un courant d'air qui fait tourner le tourniquet. Alors, la pression dans cette zone, c'est-à-dire la zone située entre le tourniquet et le bec Bunsen, diminue. Dans une zone à haute température, l'air s'échappe et s'élève, ce qui diminue la pression atmosphérique dans cette zone. Mais dans une zone à basse température, l'air se refroidit, elle descend, alors la pression atmosphérique dans cette zone augmente. Je vous propose l'activité expérimentale 2. Donc, on a besoin des supports et de feuilles de papier. On place les 2 feuilles parallèles, puis on souffle dans l'espace entre elles et on note les observations. Donc, les observations sont, avant l'essoufflement, les 2 feuilles restent parallèles. Juste après l'essoufflement, les 2 feuilles se rapprochent au lieu de s'écarter. Pourquoi les feuilles se rapprochent au lieu de s'écarter? Les feuilles se rapprochent sous l'effet d'un mouvement horizontal de l'air. Lors de l'essoufflement, la pression dans la zone située entre les 2 feuilles diminue. Mais la pression atmosphérique dans les zones qui entourent les 2 feuilles est supérieure à celle de la zone entre elles. Donc, il y a une différence de pression entre les zones. La différence de pression créée par l'essoufflement provoque un mouvement horizontal d'air qui fait rapprocher les 2 feuilles. L'essoufflement entre les deux feuilles, l'essoufflement entre les 2 feuilles crée une zone de basse pression entre elles, alors que la pression dans les zones autour d'elles est plus grande, ce qui provoque un mouvement horizontal de l'air. Voilà le bilan. On a des zones à basse température. On a des zones à basse température et des zones à haute température.
Dans les zones à basse température, ces zones de haute pression. Mais dans les autres zones, les zones à haute température, ce sont des zones de basse pression. Donc, la différence de pression atmosphérique entre les zones provoque un mouvement horizontal d'air appelé le vent. Conclusion. Le vent est un mouvement horizontal d'air des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Réinvestissement. Voilà une carte météorologique. Dans cette carte météorologique, on a des courbes appelées isobars. Chaque courbe joigne les points de même pression. Au-delà de 1013 hectopascales, on utilise le terme d'anticyclone A. En dessous de 1013 hectopascales, on utilise le terme de dépression D. Donc voilà quelques questions. Les zones notées D sont-elles de basse ou haute pression? Les zones notées A sont-elles de basse ou haute pression? La question numéro 2, de quelle zone de pression et vers quelle autre zone de pression le vent se déplace-t-il? Pour la question 1A, D, c'est la zone de basse pression, mais A, c'est la zone de haute pression. On a vu que le vent se déplace ou se souffle des zones de haute pression vers les zones de basse pression. C'est-à-dire que le déplacement du vent sera de la zone d'anticyclone vers la zone de dépression. Voilà cet exercice. La figure ci-contre montre deux régions de l'atmosphère terrestre. La pression en A est différente de la pression en B. La flèche indique le sens du mouvement horizontal des masses d'air. Quelle est la cause du mouvement horizontal des masses d'air entre les deux régions, A et B? Des mesures de pression ont donné les deux résultats suivants. 984 hectopascales et 1012 hectopascales. Quelle valeur de pression correspond à chacune des deux régions? La question numéro 3. Comment appelle-t-on le mouvement horizontal des masses d'air? Au niveau de quelle zone A ou B peut-on prévoir un mauvais temps, un temps perturbé? Donc, voilà la correction de cet exercice. 1, c'est la variation, la question numéro 1, la réponse de la question numéro 1, c'est la variation de la pression. La réponse de la question numéro 2, en A, on a 1012
hectopascales. Mais en B, on a 984 hectopascales. Et la réponse de la question numéro 3, c'est le vent. Donc, on a un mauvais temps au niveau de la région B.